Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en collaboration avec les centres de recherche en eau du bassin du Congo, CREBAC, sous l'appui financier de l'Agence belge de développement ENABEL, ont procédé ce mardi 31 mai à Kinshasa à la présentation des résultats de l'étude sur les menaces anthropiques dans les tourbières de la cuvette centrale. Ces études sur terrain ont été réalisées par l'unité de gestion des tourbières en collaboration avec les centres de recherche en eau du bassin du Congo. Cet atelier a connu la participation des parties prenantes engagées dans la lutte contre le changement climatique. Il y a une étude financée par ENABEL que je remercie en passant, qui a fait de comprendre certaines menaces dans les zones de tourbières qui s'y font ou qui vont se faire. Donc des menaces potentielles. Alors aujourd'hui, nous voulons les présenter par les techniciens qui ont pu faire cette étude pour aider les uns les autres et surtout nous les administrations, les politiques à prendre des options idoines qui peuvent favoriser que demain nous ne puissions pas avoir dans ces zones par exemple des dégâts, des explosions. Dans cette étude, il a été démontré que les populations riveraines des lieux qui ont fait l'objet des enquêtes dépendent essentiellement de l'agriculture, l'élevage, la coupe du bois et autres produits tirés dans l'écosystème forestier pour satisfaire les besoins de subsistance, ceci étant une redoutable menace contre les milieux tourbeux. Pour ce faire, nous avons décidé de commencer par documenter les menaces anthropiques qui pèsent sur les tourbières, c'est-à-dire regarder quelles sont les activités humaines qui peuvent réduire la fonctionnalité écologique de cet écosystème. Après avoir donc mené cette étude dans 6 provinces du bassin central du pays, l'Équateur, Maïndombe, Tchouapa, Tchopo, Mongala et Sud-Ubangi, nous sommes là réunis afin de pouvoir présenter ces résultats. À l'issue de cette étude, quelques pistes de solutions sont envisagées pour permettre à la communauté riveraine de conserver de façon harmonieuse cet écosystème, entre autres faire la mise en place des activités génératrices de revenus, améliorer les conditions de vie socio-économique de la population, renforcer les capacités et la formation des personnels. Alors, il y a des stratégies qui sont en train d'être mises en place. Alors, ces stratégies devraient aussi tenir compte d'une part de la conservation des tourbières, mais d'autre part aussi de besoins des populations locales qui sont en train de vivre au niveau de ces tourbières. C'est dans ce sens-là que CREBAC, le Centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo, avait été choisi par le ministère de l'Environnement pour pouvoir accompagner l'unité de gestion des tourbières du ministère de l'Environnement. Rappelons que ces études ont été réalisées à la cuvette centrale, essentiellement dans 6 provinces, la Mongala, Maïndombe, Équateur, Tchouapa, Tchopo et le Sud-Ubangi. De façon aléatoire, pour chaque province, on a choisi un territoire. 7 mois après la signature en Écosse de la seconde lettre d'intention LOI entre la RDC et les fonds CAFI, les gouvernements congolais représentés par la vice-premier ministre en charge de l'environnement et développement durable et celui des finances ont procédé à la formalisation de cette signature lundi 30 mai à Kinshasa. La signature entre les deux parties a marqué le lancement du premier appel à manifestation d'intérêt en vue de la mise en œuvre des activités. Depuis la signature de la déclaration à Glasgow, le gouvernement et CAFI ont travaillé à l'élaboration des outils de mise en œuvre du second partenariat qui, à ce jour, ont été finalisés. Il s'agit notamment du cadre programmatique qui décrit en détail le contenu des programmes, des projets et des réformes à mettre en œuvre, des arrangements institutionnels qui définissent le cadre de gouvernance et de gestion fiduciaire du projet ou du programme, ainsi qu'un avis de manifestation d'intérêt ouvert destiné à faciliter la sélection des entités de mise en œuvre. Évaluée à 500 millions de dollars américains, cette deuxième lettre vient renforcer la mise en œuvre de la stratégie cadre nationale RED+, et son plan d'investissement. Les plans stratégiques national de développement, la contribution déterminée au niveau national de la RDC, ainsi que les plans de développement des 145 territoires.
En lançant la mise en œuvre de ce second partenariat, je voudrais inviter toutes les agences de mise en œuvre à redoubler d'efforts afin de produire plus de résultats avec des ressources qui seront mises à leur disposition. Que les forêts de la RDC soient le plus grand bénéficiaire de ce second partenariat. Je voudrais dire que les propriétaires des forêts de la RDC soient le plus grand bénéficiaire de ce second partenariat, afin que l'humanité tout entière s'en réjouisse. La LOI vient renforcer la redevabilité des parties prenantes, notamment les agences d'exécution. La grande différence, c'est d'abord dans l'ambition. Les entités nationales sont maintenant acceptées comme entités de mise en œuvre, ce qui n'était pas le cas dans la première lettre d'intention. Dans la première lettre d'intention, il n'y avait que les agences, n'est-ce pas, d'exécution, n'est-ce pas, du système des Nations Unies. Pour sa part, l'ambassadeur de l'Allemagne a, au nom de la CAFI, profité de cette occasion pour annoncer au ministre la tenue des États généraux des forêts d'ici la fin du mois de juin, qui, selon lui, débouchera sur une politique forestière nationale. La présentation du ministre des Finances a montré clairement qu'on doit tirer les leçons aussi de la mise en œuvre du premier partenariat. La prochaine étape consistera pour les agences de mise en œuvre à soumettre leurs projets. Si ces projets sont conformes aux critères mentionnés dans la lettre d'intention, les bénéficiaires recevront les premiers décaissements au début de l'année 2023. C'est sous le thème « Le tabac, une menace pour l'environnement » que l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a choisi de célébrer la Journée mondiale de la lutte contre le tabac cette année. Les études ont même démontré qu'il y a 4,3 millions d'hectares arabes qui sont chaque année détruits pour la production du tabac. Et donc, de toute cette chaîne, de la culture, de la fabrication, du transport, de la distribution, de la consommation et même du post-consommation, après-consommation. Cette chaîne, il y a une quantité de pollution de l'air. Chaque année, près de 84 millions de gaz à effet de serre proviennent du tabac. À en croire les experts, la question du tabac est devenue une maladie mondiale qui tue des milliers de personnes, fumeurs ou non fumeurs. Quand on parle de l'environnement, on n'écarte pas la santé, puisqu'il n'y a pas de meilleure vie dans un environnement qui n'est pas sain. Donc on ne peut pas prétendre dire que nous sommes dans un environnement qui est pollué et qu'on ait une vie saine. C'est pratiquement impossible. L'environnement de celui qui fume, à ses côtés d'abord, on commence par les gens qui sont tout autour de lui. Ils sont dans l'environnement. Et la fumée qui sort n'intoxique pas seulement celui qui fume, mais ça intoxique même celui qui est à côté aussi. Et alors la santé de cette personne sera aussi altérée. Fumer est préjudiciable à la santé. Qu'arrive-t-il à un individu qui fume? Le tabac cause beaucoup de maladies sur les bords. De la tête aux pieds. Ça attaque même les poumons, jusqu'au niveau des alvéoles. Et si c'est quelqu'un qui avait déjà, par exemple, d'autres maladies du cœur, ça aggrave en ce moment-là et ça précipite la personne vers la mort. Les nerfs sont terriblement altérés. Que ce soit au niveau des yeux, que ce soit au niveau des orteils, que ce soit à tous les niveaux possibles. C'est comme ça que vous constaterez que parfois il y a même l'impuissance sexuelle qui suit. Selon le chargé de programme à l'ONG Initiative locale pour le développement intégré, il dit « L'une des questions pertinentes de cette lutte concerne la fiscalité. À l'en croire, la société civile environnementale réfléchit sur comment augmenter les taxes de la production à la vente de ce tueur silencieux. » Nous avions jugé bon de mener des plaidoyers pour l'augmentation des taxes. Je vous dis, la taxation, c'est un instrument très efficace
pour limiter la consommation de produits du tabac. Le mécanisme est simple. C'est-à-dire, lorsque vous augmentez, à combien de pourcentage, vous voyez, le tabac va augmenter lorsque on met un prix quelconque, par exemple de 10%. Donc, on est en train de voir la variation de la demande par rapport au prix qui est imposé sur terrain. Donc, il est très important pour nous, pour le gouvernement, d'augmenter plus de taxes et progressivement. Pour rappel, le monde célèbre la Journée mondiale de la lutte contre le tabac le 31 mai de chaque année. Notons que le tabac tue environ 8 millions de personnes par an, de quoi mener une lutte acharnée.